On va donc parler maintenant du troisième paramètre. J'ai dit le régime des décisions collectives. Ça veut dire le régime des décisions prises lors des assemblées générales. Il ne vous aura pas échappé qu'il existe deux types d'assemblées générales dans les sociétés commerciales, un peu comme dans les associations auxquelles vous êtes sans doute plus habitués, à savoir l'assemblée générale ordinaire, que je peux appeler l'assemblée générale normale, celle qui dans tous les cas doit se tenir au moins une fois au cours de l'année pour faire le point, pour faire la situation. Et à côté d'elle, l'assemblée générale extraordinaire, ça veut dire celle qui est convoquée en tant que de besoin en cas d'urgence pour des cas un peu particuliers. Quel que soit le cas, à chaque fois qu'on convoque une assemblée, il faut en sortir avec des décisions, il faut en sortir avec ce qu'on appelle généralement des résolutions. Il y a un ordre du jour, il y a des résolutions qui doivent être prises. Et il est très important de savoir comment est-ce que sont adoptées, comment est-ce que est adoptées ou sont adoptées les fameuses décisions. C'est très important parce que ce sont ces décisions qui donnent le tempo de la vie de la société. Ce sont les décisions qui échappent aux gérants, aux dirigeants, aux patrons parce que lui, il possède le droit de ce qu'on appelle les décisions individuelles, l'administration courante. Mais pour les grandes décisions, c'est lorsque les associés, les actionnaires se réunissent au cours des AG que c'est décidé. Il faut savoir ce que tu pèses. Comprenez donc que pour un associé minoritaire et pour un associé majoritaire, la question n'est pas la même. La problématique n'est pas la même. Toi, l'entrepreneur qui est majoritaire, qui est porteur du projet, qui est le créateur de la boîte, l'idée est que oui, tu aies des co-associés pour te soulager financièrement, pour t'accompagner dans ta vision, mais ils doivent pas être retors, ils doivent pas être casse-tête, casse-pied au moment de prendre les décisions, les grandes décisions. Alors, si toi, tu es déjà dans tes 50-60% du capital, tu as tout intérêt à mettre dans les statuts, n'est-ce pas, que les décisions d'assemblée, soit d'assemblée générale ou d'assemblée, passez-moi l'expression, soient généralement prises, disons, à la majorité absolue. La majorité absolue, c'est 50% plus 1, 51%. Avec tes 60%, ça suffit largement. Et aux assemblées générales extraordinaires, si le pourcentage grimpe, donc si toi, tu ne peux plus avoir les 60% parce que ça va grimper, et tu passes par le quorum. Le quorum, c'est le nombre minimum de personnes, de voix, ou le nombre minimum de capital qu'il faut réunir pour obtenir la validité des décisions d'une assemblée. Il faut bien comprendre. Le quorum, c'est la validité. Ça veut dire que l'assemblée est déjà valide même pour pouvoir prendre toute décision. On vérifie ce qu'on appelle d'abord le quorum. Est-ce que le quorum est atteint? Si nous sommes 10 associés et qu'on a fixé le quorum à 8, il faut déjà savoir si en début de séance on atteint les 8 ou si pour chaque vote on atteint les 8. C'est très important, ça c'est le quorum. Mais dans ce quorum, il y a la majorité. Ça veut dire que si nous sommes dans 8 et qu'on fait le quorum, on peut estimer que les décisions sont prises aux 2 tiers. Les 8 votants qui font le quorum et qui rendent la décision valide, pour que la décision soit quand même adoptée, il faut encore que la majorité passe. Ça veut dire qu'on obtient les 2 tiers des 8 votants pour un oui ou pour un non. C'est rapidement pour distinguer le quorum ou la majorité. Et toi, en fonction de ce que tu sois minorité ou majoritaire, tu dois généralement essayer de penser, n'est-ce pas, de jouer ta partition dans l'un ou dans l'autre. Quand tu es majoritaire, sur les assemblées générales, tu peux passer sur la majorité justement, donc pour la prise de décision. Et si en assemblée générale extraordinaire, la majorité grimpe parce qu'elle grimpe généralement au moins en première convocation, alors tu essaies plutôt de coincer le quorum. Ça fait quoi? Ça fait que lorsque tu n'es pas favorable en fait à une décision, elle ne peut pas être prise. Je vais vous prendre un cas simple. Si je ne m'abuse, au Conseil de la Banque mondiale, que vous connaissez tous, qui est une administration internationale rattachée aux Nations Unies, au conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration de la Banque mondiale qui adopte toutes ces résolutions. Donc, tous les pays qui y contribuent sont membres et le majoritaire, c'est comme vous pouvez vous en douter, les États-Unis. Alors, les États-Unis, si je ne m'abuse, ont 50% du droit de vote. Je n'ai pas dit forcément du capital, du droit de vote. Ça veut dire que quand on lève la main pour voter au conseil d'administration de la Banque mondiale, quand ils lèvent leur main pour un oui ou pour un non, ça vaut déjà 50%. Donc, si vous tous, vous êtes unanimes dans la balance, dans le sens inverse, vous valez encore 50%. Et qu'ont fait les États-Unis, c'est qu'ils ont fait glisser une disposition dans les statuts de la Banque mondiale qui traite justement des majorités de prise de décision, des résolutions, de prise des résolutions, n'est-ce pas, du conseil d'administration, permettez-moi, que toutes les décisions sont adoptées à une majorité absolue, donc une majorité de 51% minimum au conseil d'administration de la Banque mondiale. Ça fait que quoi? Ça fait que
Même si vous tous vous êtes unanimes contre les États-Unis, il vous faudra encore 1%. Si donc ils ne peuvent pas nécessairement faire adopter une décision, on ne peut pas non plus adopter une décision sans leur consentement. C'est très important. C'est la logique que je veux que vous reteniez. Je peux encore être en doute sur un des éléments de la chose, mais ça, c'est ce qu'on appelle la minorité de blocage. C'est un élément très important dans les assemblées générales. Ça veut dire que les États-Unis disposent d'un droit de vote tel qu'ils peuvent bloquer une décision. Et très souvent également, vous pouvez prévoir ça dans les statuts. Ça veut dire que pour vous qui êtes un bloc minoritaire, vous pouvez dire à l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, première ou seconde convocation, les décisions sont prises à au moins 60%. Mais vous êtes sûr que si vous faites 45%, le bloc minoritaire, tant que vous n'êtes pas, voilà, tant que vous êtes unanimement contre, au moins le majoritaire ne pourra pas prendre une décision et vous marcher dessus. C'est très important. Ce sont les petits jeux, n'est-ce pas, qui se déploient dans les dispositions statutaires des sociétés commerciales. Et vous ne pouvez pas blaguer avec. Vous devez absolument savoir ce que vous pesez en assemblée générale, comment est-ce que vous pouvez faire pencher une balance, et ça vous fait réfléchir ce qu'on appelle les alliances stratégiques. Si vous avez 40% et que les décisions en âge sont à 60%, ben vous devez vous rapprocher des associés qui peuvent vous apporter les 20% manquants pour qu'en allant à une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire stratégique, mais vous soyez sûr que quel que soit le cas, eux et moi réunis, n'est-ce pas, le quorum, c'est validé, la majorité de prise de décision, on l'aura également. Donc, c'est l'intelligence qui préside à cette partie de la société. Il est très important que vous maîtrisiez cela. Si ce paramètre est dit, on va passer au prochain paramètre, au quatrième paramètre, qui est la formalisation des statuts. Très important. En ce qui concerne, comme je le disais tantôt, le quatrième paramètre, à savoir la formalisation des statuts, ici, on ne va pas dire grand-chose. Il y a juste deux régimes qui s'opposent. La formalisation par devant notaire et la formalisation dite sous seing privé. Sous seing privé, ça veut simplement dire entre les associés généralement. Soit leur seule signature suffit. Ça, c'est dans le sens premier du droit, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il faut faire attention. Et devant le notaire ou par acte notarié, comme on dit, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher du notaire et que le notaire y appose ses cachets après avoir suivi la procédure prévue pour ça légalement. Ça veut dire que ça va passer à l'enregistrement des impôts, les timbres et tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, dans un des sens, c'est le notaire qui est responsable, n'est-ce pas, pour l'authentification des statuts. Vous pouvez les rédiger vous-même, le notaire peut les rédiger. Toujours est-il que c'est lui qui va authentifier et c'est lui qui va produire ce qu'on appelle l'expédition. Cette sorte de, passez-moi l'expression, de copie qui vaut original de vos statuts. Très important. Et dans la formule du seing privé, c'est fait entre vous les associés ou par devant une autorité consacrée qui n'est pas le notaire. Quand on va entrer dans les formes de société, vous allez quand même voir, et vous allez voir que ça peut être intéressant au niveau des coûts. C'est très important. Ça peut être intéressant au niveau des coûts et on va le voir dans certaines vidéos. Les notaires ont des coûts déjà établis, des grilles plutôt élevées quand même par rapport au seing privé. Vous devez le prendre en compte. Mais en retour, les notaires offrent la sécurité juridique la plus élevée. L'acte notarié, j'ai envie de dire, ne se dispute pas, il ne se conteste pas. Donc, c'est sécurité juridique versus coût financier. Alors, pour un jeune entrepreneur qui est encore en train de se mettre sur pied, c'est ça la question qu'il doit avoir dans sa tête. C'est tout. Je ne vais pas vous dire de ne pas aller vers les notaires parce qu'ils sont chers. Ce sont des professionnels du droit comme moi. Ils sont très importants. Ils font un travail très important. Et pour ma part, quand les enjeux sont importants, quand les sommes sont énormes, quand le capital est très élevé, déjà que chaque fois que le capital est d'1 million en montant pour les SARL, c'est le notaire, sauf si c'est une SARL unipersonnelle. Pour les autres formes, c'est systématiquement le notaire. À ce jour au Cameroun, la société en nom collectif, c'est le notaire, peu importe le capital. Commandite simple, c'est pareil. Société anonyme, c'est pareil. Déjà, capital minimum, c'est 10 millions. La société par son simplifié, également, peu importe le capital, c'est le notaire. Il faut déjà que ce soit dit. Les sociétés commerciales qui peuvent passer sur le seing privé, vous n'avez que deux. Vous avez la salle qui soit pluripersonnelle ou pluriassociée. Et lorsqu'elle est pluriassociée, il faut qu'elle ait un capital de moins d'1 million et de minimum 100 000. Ça veut dire intervalle 100 000 à 999 000.
Et lorsque la salle est unipersonnelle, elle peut aller au-delà d'1 million et elle reste sous seing privé. Ça se passe pas devant le centre des entreprises. On va le voir dans les formalités. Mais vous avez également le GIE, n'est-ce pas, le groupement d'intérêt économique, on reviendra dessus, qui peut également être fait sous seing privé ou chez le notaire. Vous avez le choix. Vous verrez plus loin également que les coopératives sont concernées. Au choix, vous avez le notaire ou le seing privé, mais c'est presque systématiquement le seing privé et vous comprendrez pourquoi dans la vidéo qui concernera les coopératives, parce que le Minadet y est très compétent. Et pour finir, les établissements, il n'y a pas de statut. J'ai dit c'est une forme commerciale dont on va traiter. Il n'y a pas de statut chez les établissements, donc il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de seing privé. C'est l'administration compétente qui vous délivre les formulaires nécessaires à cet effet. Donc ça, c'était en ce qui concerne les statuts. Il faut vérifier si c'est le notaire, il faut vérifier si c'est le seing privé, il faut regarder les coûts et il faut regarder la procédure en son temps et en ses différentes contraintes. On va passer donc au prochain paramètre qui est l'administration, la direction ou la gérance, c'est comme vous voulez. On y va.